Bienvenue sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, Tatou Senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de poursuivre notre conversation avec Jérôme, parfumeur chez Tagazaco. Justement, on va rentrer de façon un petit peu plus approfondie dans les tendances olfactives d'aujourd'hui. Pour toi, en quoi la Covid-19 a changé la création en parfum? Alors, je pense que la Covid-19 a eu un vrai impact sur la façon de consommer, les modes de consommation de façon générale, hein, bien au-delà du parfum. Oui. Une vraie prise de conscience sur la nécessité de se sentir bien, de consommer avec une dimension de bien-être, mais aussi de consommer en pensant un peu plus à la planète, avec une dimension, sans forcément à proprement parler d'écologie, mais voilà, une bonne conscience, je dirais, ou consommer en pleine conscience, de savoir voilà, cette nécessité de transparence, qu'est-ce que contient le produit que je consomme, Oui. et est-ce qu'une fois que j'aurai fini de le consommer, où est-ce qu'il va atterrir, et voire même aujourd'hui, il y a même encore plus loin que ça, qui est derrière l'origine de mon produit? C'est-à-dire que les produits qui le composent, d'où proviennent-ils? Est-ce que ça dessert ou est-ce que ça sert une population en particulier ou pas? Voilà, donc c'est sûr que parce qu'avec les scandales, comme on peut voilà, voir les scandales autour des Ouïghours en Chine, ou voilà, ou de certaines usines qui s'effondrent en Inde, il y a, il y a eu un effet, je trouve, avec le Covid qui a finalement accéléré cette prise de conscience. Donc aujourd'hui, dans le parfum, ça peut se ressentir dans une nécessité peut-être d'un retour aux sources dans le choix des matières premières, notamment. D'accord. C'est-à-dire que quand on va travailler avec une matière première, d'ailleurs en étant parfumeur, c'est vrai qu'on se pose beaucoup plus la question, et ça devient une vraie nécessité aussi pour les marques, de savoir que, il va y avoir, une valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Ça va pas être juste une essence de rose. Si on peut avoir une essence de rose qui a une dimension, upcycling, ou voilà, qui sert un propos plus que juste un propos olfactif. Donc jusque-là, ça peut peut-être paraître dérisoire, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va pas avoir 50 de cette essence de rose, dans le parfum. Donc il ne faut pas que ce soit comme du greenwashing non plus, ou juste pour se donner une bonne image. Oui. Mais on sent que c'est des choses qui ont été vraiment accélérées par le Covid, et encore une fois, qui sont là pour rester, je pense. Bah écoute, c'est une bonne chose que ça bouge mais de toute façon, effectivement, ça peut pas bouger du jour au lendemain. Donc c'est d'ailleurs mieux que ça se fasse petit à petit Mmh. et en profondeur, plus qu'un coup d'éclat pour que ça redescende aussi vite que ça soit arrivé. Alors, outre de nouvelles habitudes, y a-t-il eu des tendances qui en sont émergées? Clairement, du coup, dans la suite de ce que je pouvais expliquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on reçoit un brief de parfum, la dimension éthique, la dimension durable, la perception de naturalité aussi du parfum a changé auprès des Mhm. consommatrices. On sent qu'il y a une vraie nécessité à ce que, le parfum, traduise au moins un de ces éléments. Mhm. Ça devient un prérequis. D'accord. Là où avant, ça pouvait être, le discours d'une marque un peu, branchée, qui avait envie de faire différemment. Aujourd'hui, ça devient vraiment, même pour des très gros groupes, au contraire, ça devient vraiment un prérequis sur les nouveaux sur les nouveaux Il projets. y avait une chose dont tu me parlais, c'est la notion de propre en parfumerie, et je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et comment est-ce que cette notion du propre a pu être traduite et comment est-ce que tu penses que demain, vers quoi elle pourrait aller? Alors je pense justement que le Covid a un peu aussi, aidé en ce sens-là, le propre en parfumerie. Pour moi, le propre, c'est, vraiment une forme d'addiction en parfumerie, comme Mhm. comme peut l'être la gourmandise finalement.
C'est une forme d'addiction vraiment en opposition avec la gourmandise et d'ailleurs, je pense qu'il y a vraiment de la place pour le propre en parfumerie parce que c'est vrai qu'on est arrivé à un niveau de saturation de la gourmandise où les gens ont aussi envie de voir autre chose et Ouais. du coup, ça peut être une forme d'addiction, différente. De l'addiction pourquoi? Parce qu'en fait, le propre, les odeurs de propre notamment, font partie vraiment maintenant de notre quotidien à travers les produits d'entretien, les produits corporels, les lessives, les détergents et cetera et finalement, ce sont des produits qui sont rentrés dans des odeurs qui sont rentrées dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire Absolument. et finalement, vu qu'ils sont rentrés dans l'inconscient collectif, c'est des produits, des odeurs qui sont rassurantes et en sortie de Covid, les gens ont envie d'être, rassurés. Donc je pense que vraiment c'est une tendance qui va prendre plus de place, à mon avis et certains parfums comme Idol, a pu le faire, parce que pour moi Idol a vraiment un accord, très propre entre shampoing et lessive, Ouais. voilà, je pense qu'il y a vraiment de la place pour ce type de notes, sur le marché de la parfumerie, qui va aller justement en contradiction presque avec, cette, overdose de gourmandise qu'on a pu avoir, ces dernières décennies. Alors justement, où est-ce qu'on en est dans cette tendance gourmandise? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont bougé? Est-ce que, il y a un peu des innovations ou pas plus que ça? Alors, c'est vrai que depuis La vie est belle, on a un peu fait, le tour de la gourmandise en 10 ans. Je pense que la gourmandise aujourd'hui, elle fait partie intégrante du marché, tout simplement. C'est-à-dire que, hem, c'est plus qu'une tendance. Maintenant, c'est vraiment ancré dans le marché, que ce soit le marché français ou les autres marchés, hein, les marchés internationaux, parce que le sucre, c'est quelque chose, qui est universel, hein. Le plaisir du goût du sucre est international. Puis c'est aussi quelque chose qui rassure, Tout à hein? fait. Donc oui, pour les mêmes raisons que le propre, hein, c'est une forme d'addiction et c'est rassurant. Donc c'est sûr que le succès est pas démenti. Mais, on l'a vu beaucoup explorer, mais pas forcément maintenant, pas forcément en étant le propos principal. Oui, d'accord. Donc on voit que ça peut être une clé des nouveaux lancements. C'est une clé qui va aider à fonctionner de façon internationale, à plaire, sur, presque tous les marchés. Mais c'est plus forcément, le propos, va pas forcément être un macaron ou une praline, voilà. Ça va faire partie intégrante, presque technique, j'ai envie de dire, de la composition. Et alors en ce qui concerne les fruits, est-ce qu'il y a des nouveaux fruits? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce que les fruits ne font pas directement partie de la gourmandise, mais elles sont autour. Alors je trouve que pendant longtemps, on est resté sur la pomme, sur l'ananas, sur la pêche éventuellement. On a tourné autour des mêmes fruits et c'est vrai que ces dernières années, on voit arriver, certains fruits un peu moins convenus en parfumerie. On a pu voir la banane chez l'artisan parfumeur notamment. Oui. J'ai vu que, heu, Donna Karan avait lancé un parfum autour de la goyave. Je pense que ça doit être un flanqueur de Be Delicious. Voilà, on voit quand même des tentatives d'explorer, voilà, d'amener d'autres fruits. Il y a pu avoir le fruit du dragon aussi, sur un Marc Jacobs qui a déjà un peu plus d'années, mais essayer de trouver des nouvelles façons d'exprimer, le fruit par des fruits qui sont finalement, hem, plus exotiques, moins dans notre quotidien et qui ont du coup une perception plus qualitative, voire plus luxe. Et alors, quel est ton regard sur les légumes? Parce qu'on commence à voir poindre quelques légumes. Toi, Oui, est-ce que c'est quelque chose qui te tente ou est-ce que, voilà, quel est ton avis? alors je trouve ça intéressant, parce que je trouve ça toujours intéressant d'essayer de bousculer justement, les schémas et les codes du marché et je pense que les légumes y contribuent. Maintenant, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de se dire, est-ce qu'on va réussir à faire entendre, aux marques ou, aux consommateurs que, porter un parfum qui peut avoir une odeur de chou-fleur ou de carotte, plaît vraiment. Donc je trouve qu'olfactivement, c'est intéressant parce que ça peut apporter quelque chose de vraiment nouveau aux propos olfactifs. Maintenant, peut-être qu'il n'y a pas de vraie nécessité de le revendiquer. C'est-à-dire, amener quelque chose de différenciant olfactivement qui va vraiment apporter quelque chose, en termes d'olfaction, mais qui ne sera pas forcément communiqué. Donc ça peut amener des signatures assez différentes. Après, c'est vrai qu'on peut voir de l'extrait de maïs, de l'extrait de concombre. Le maïs peut avoir après un côté un peu ambré à l'évolution, un peu liquoreux qui peut être très bon. Le concombre rappelle un peu aussi
la feuille de violette, mais il y a une dimension plus aqueuse. Donc finalement, on peut l'utiliser comme d'autres produits qu'on a déjà à la palette. Oui, 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 tout à fait. Mais ça, je suis assez de ton avis, parce que pour avoir entendu d'autres parfumeurs, ce sont surtout des ingrédients qui, euh, dans la formulation, viennent apporter quelque chose, viennent faire bouger et faire, dans la construction, apportent quelque chose. Mais après, oui, je pense que consommateur, quand on lui parle d'un chou-fleur ou d'une Mhm. betterave, il a peut-être pas envie de se dire que ah, je vais sentir la betterave et le chou-fleur, alors qu'en fait, quand on sent le parfum, on ne le Mhm. sent pas vraiment ou pas complètement. Il faut vraiment le savoir, il faut vraiment être conscient de ça pour en avoir les perceptions. Et donc, voilà, moi, je sais qu'en rigolant, quand j'ai parlé de certains qui sont sortis, je mettais à chaque fois dans mon papier, mais attention, vous n'allez pas sentir le légume. Bien sûr. Mais après, c'est pas, finalement, c'est pas si nouveau que ça. Quand on pense à la graine de céleri, on utilise le persil depuis longtemps en parfumerie. La Oui, graine de oui, céleri, on l'utilise aussi. Ça peut très bien servir dans un jasmin, ça marche très bien. tout La à graine de fait, carotte, on oui, peut s'en servir dans un iris. Donc en fait, oui, c'est complètement. on a déjà des produits, à la palette depuis longtemps. C'est juste que là, c'est vrai, on essaye de pousser l'exercice un peu plus loin et d'aller explorer des Mhm. nouveaux produits en se disant, justement: «Est-ce qu'ils peuvent pas apporter quelque chose de nouveau à notre palette?» Ouais, absolument. Alors, j'avais une autre question qui est sur le sel. Est-ce que le sel pourrait venir basculer et bousculer cette addiction du sucre et celui des fruits? Et qu'est-ce qui pourrait amener ce sel? Alors finalement, le sel rétrospectivement, c'est pas si nouveau que ça en parfumerie. Oui. C'est vrai que le sel est arrivé avec, finalement avec la calone, hein, notamment, la tendance des parfums, marins. Marin? Mhm. Donc on peut penser à un Acqua di Gio, hein, mais le sel en soi a été traité de façon beaucoup plus directe, je trouve, avec, Womanity, qui a déjà quelques années, notamment dans un sucré salé parce que c'était joué avec, noix de caviar, figue. Mhm. Depuis, on a eu Olympea, il y a eu Rem aussi quand même. Donc c'est un territoire qui a déjà été pas mal, Explorer? exploré. Peut-être plus l'association de notes, inattendues avec le salé qui peuvent faire, bouger les lignes. D'accord. Mais le sel en soi a été quand même déjà bien utilisé en parfumerie. Mais je crois, si je ne m'abuse, que tu as pas un parfum chez Kenzo où Oui, raconte-nous. tout à fait. En fait, c'est un accord que j'avais travaillé pendant assez longtemps qui était un accord de tonka salé. Donc c'était justement sur cette idée de sucré salé, de jouer la fève de tonka, en majeur et de twister le côté gourmand que peut avoir cette fève Oui. grâce au sel et j'ai tout le temps cette image justement quand j'en parle du sel sur les cristaux de sel sur le chocolat qui Oui. viennent finalement ils viennent comme vraiment un exhausteur de goût, ils viennent, fonctionner comme une synergie qui font qu'on a l'impression que le chocolat est beaucoup plus puissant et a beaucoup plus de goût. Hein, tout à C'est un fait. peu la façon avec laquelle j'ai appréhendé cet accord. D'accord. Rappelle-nous le nom du parfum. Ça a donné le Kenzo World Power, donc l'eau de D'accord. parfum Ok. et après on avait travaillé l'eau de toilette qui était pour le coup dans un côté salé, beaucoup plus floral, donc on a travaillé autour d'une fleur d'immortel pour traduire, une floralité, un salé un peu plus en légèreté. Mhm. Ok. Alors, comme on vient de le souligner et le dire, on parle beaucoup de upcycling, de chimie verte. Qu'est-ce qui se passe chez Tagasako, société de création japonaise, pour répondre, réagir à ces tendances? Alors on sait que les Japonais ont quand même une image, d'entreprises, qui sont beaucoup axées sur l'innovation. Oui. Ils sont très précurseurs sur beaucoup de choses. Chez Takasago, le budget de recherche, d'investissement dans le pôle de recherche est un des plus gros budgets, qui est investi, dans l'entreprise. Takasago, travaille beaucoup autour de la chimie du pain depuis, presque 30 ans maintenant Oui, tout à fait. et Takasago développe des captifs, hein, comme tous nos concurrents. On a notamment eu des molécules, ces dernières années autour de notre muguet, développées grâce à la biochimie, notamment Mhm. avec, les procédés de fermentation qui sont quand même assez récents, à l'échelle de la parfumerie et qui pour moi sont quand même
un des axes de la parfumerie de demain, essayer de sortir au plus de la pétrochimie et de s'orienter sur la biochimie et ces procédés de fermentation qui donnent des produits complètement nouveaux, avec des profils olfactifs très intéressants. Justement, qu'est-ce qu'apporte quelles sont les facettes qui ressortent sur un produit où il y a eu cette fermentation? En quoi sont-ils différents et quels sont comment est-ce qu'on... Oui, qu'est-ce que ça amène? En fait, il y a pas vraiment de généralité sur les produits qui sont issus de la biochimie, notamment des fermentations. C'est juste que, vu que c'est des voies et des chemins de synthèse différents, on arrive à des produits différents, tout simplement. Donc on arrive à des molécules, qui ont une structure différente, donc une odeur différente. Donc ça permet d'ouvrir, la voie à justement des nouvelles voies de synthèse, donc des nouvelles, Oui, odeurs. oui, c'est comme avoir des nouvelles couleurs sur sa Exactement. palette. Ou alors D'accord. ou sans avoir des nouvelles couleurs, parce que finalement, ces notes muguet sont pas nouvelles en soi, mais ça permet d'avoir des nouvelles tonalités. Ou en tout cas d'avoir un équivalent d'un rouge, sauf que ce rouge, on sait qu'il est bio et qu'il n'est pas issu de la pétrochimie. Donc on a une palette de plus en plus green et je pense que c'est vraiment une bonne chose. D'accord, ok. Alors, continuons et poursuivons sur créativité et audace. Donc, comme tu le sais, la créativité, c'est inventer, c'est prendre des risques, c'est briser les règles. Donc, as-tu une anecdote ou quelque chose à dire par rapport à ça? Alors en fait, simplement, ce que je rappellerais, c'est que, à moins d'être, parfumeur indépendant ou parfumeur qui travaille pour sa propre marque, le parfumeur en maison de création est quand même un parfumeur au service des marques. Donc prendre des risques, Tout à fait. briser les règles et tester sa créativité, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien parce que c'est aussi comme ça qu'on a envie d'exister auprès des marques et je pense que c'est comme ça qu'on se démarque, quand on est parfumeur. Maintenant, les marques, choisissent ou pas de prendre un risque. C'est-à-dire Tout à fait. que des parfums qui doivent, plaire sur un certain nombre de marchés avec voilà, des goûts qui sont pas forcément les mêmes, font que, certains écarts de créativité peuvent pas être permis tout simplement parce que ça remplit pas, toutes les cases. Donc, la créativité, au service des marques, ça dépend simplement de si la marque, On a envie ou pas. a le souhait d'aller loin ou pas. Donc c'est vrai, ce que Exactement. tu rappelles, c'est très important parce que c'est se dire quand on sent un parfum et si on connaît le parfumeur, il n'est pas totalement responsable de ce qu'il a fait ou au moins en tout cas il doit répondre à la demande d'une marque donc quelquefois il travaille sur des choses qui sont peut-être pas forcément ce qu'il aurait fait mais comme il est là pour répondre il n'a pas le choix. Oui, parce que finalement, on est beaucoup guidé par la marque. Mhm. Après, après quand même, en tant que parfumeur, c'est voilà, on peut être force de proposition et c'est l'intérêt, mais Oui, tout c'est-à-dire à fait. d'arriver Ouais. avec, plusieurs propositions et une qui soit plus créative et la marque en veut, très bien, la marque en veut pas, c'est pas grave. Le Mais c'est quand même dans la démarche de faire l'exercice d'essayer de repousser à chaque fois. Un peu plus loin. Quel a été ton accord le plus audacieux et le plus improbable? Alors improbable pour le coup, j'avais travaillé justement, on a parlé des légumes, j'avais travaillé enfin chez Takasago, nous avions travaillé une collection de notes de légumes. Donc j'avais travaillé entre autres un poivron et notamment une pomme de terre. Et donc D'accord. j'avais travaillé une note de pomme de terre et de poudre à canon. Je dois dire Oui, que je l'ai pas présentée à beaucoup de marques parce qu'elle oui, elle m'a oui. pas évoqué, beaucoup d'inspiration pour des briefs, mais voilà, elle est là et elle attend son moment. Et de la même façon, quel a été ton plus grand défi jusqu'à maintenant? Alors je pense que le plus grand défi pour un parfumeur, c'est de pas perdre pied. C'est-à-dire on a beaucoup de projets à la Oui, fois, on travaille pour beaucoup de marques, sur des marchés très différents oui, et des fois on a l'impression de ne pas avoir le temps de tout suivre et encore plus maintenant avec la niche où il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles marques avec beaucoup de lancements. Ça s'est énormément diversifié et puis surtout d'essayer de comprendre, en fait, ce qui est le plus dur, c'est d'essayer d'avoir cette capacité à essayer d'anticiper ce que veulent les gens demain. C'est-à-dire oui. comprendre les désirs des gens demain, cette faculté à, voilà, essayer de capter l'air du temps Mmh, finalement. Parce qu'on crée aujourd'hui les parfums qui vont être lancés, dans 1 an oui. ou 2 et est-ce que les gens auront envie de ça dans 2 ans? Voilà, on n'a pas de boule magique, pour le deviner, mais voilà, c'est essayer de percevoir certains signaux, certaines tendances et de se dire: «Là, faut y aller, c'est le moment». Ouais, ouais, ouais. Somme toute, c'est toute l'intuition d'un parfumeur Exactement, l'intuition et la conviction. et
Et c'est le cas de le dire, qu'ils sentent ce qui va se passer demain. Parce que sentir, c'est aussi percevoir. Pour presque conclure, on va faire un petit questionnaire perso. Donc, est-ce que, même si j'en connais plus ou moins la réponse, mais est-ce que le parfum a une influence sur ton moral ? Oui. Le parfum, alors évidemment, être entouré de parfums et d'odeurs plaisantes, c'est un environnement qui est très agréable, mais surtout, c'est quelque chose qui est depuis un bon moment prouvé par l'aromacologie, qu'en effet, les odeurs ont un impact sur le cerveau et du coup, c'est sûr qu'on est sollicité toute la journée avec des mouillettes sous le nez. Donc, en effet, ça a un impact sur le moral. Et puis, surtout, je dirais, c'est un métier de passion. Donc, forcément, le moral est, sauf les jours d'échec sur un gros projet, en général, le moral est plutôt bon. Oui. Et alors, est-ce que tu te parfumes comment est-ce que tu te parfumes dans la semaine et comment est-ce que tu te parfumes le week-end ? Alors, la semaine, je me parfume pas pour aller au bureau. En revanche, souvent, je sors du bureau en me parfumant avec quelque chose sur lequel je travaille actuellement pour le tester, tout simplement, pour le suivre un peu, savoir comment ça évolue sur peau, savoir si j'ai des commentaires, quels qu'ils soient, et suivre un peu la technique. Et le week-end, souvent, je me parfume un peu les deux, soit pour suivre une note toute la journée, soit vraiment pour le plaisir, parce que c'est finalement le seul moment où je peux me reparfumer juste pour moi. D'accord. Quel est ton truc anti-stress ? La musique. Vraiment, quand j'ai besoin de me couper de tout au bureau et de pas être stressé, j'ai mon casque qui m'isole du bruit. C'est une très bonne innovation qui me permet vraiment d'être focus et de pas être de bien gérer les situations de stress. D'accord. Tu es plus musique classique ou musique moderne ? Plutôt pop actuel. Quel est ton geste écolo ? Alors, je pense que j'ai du travail à faire, mais on essaye d'instaurer des choses dans le quotidien. J'ai des pailles en métal à la maison au lieu d'avoir des pailles jetables, une gourde au bureau plutôt que d'utiliser des gobelets plastiques. C'est des petites choses du quotidien qui changent au fur et à mesure. D'accord. Quel aurait été ton deuxième métier si tu n'étais pas devenu parfumeur ? Alors, je pense que je serais revenu à ma première envie qui était de faire cette école d'art appliqué, de faire quelque chose, de ce besoin de faire quelque chose de mes mains, en fait, de dessiner ou même si ça devait être un autre domaine, de peindre, enfin, de faire des sculptures, de faire quelque chose de créatif. Mais finalement, je dirais presque à contre-pied avec le parfum, c'est-à-dire que quelque chose de très visuel. Parce que finalement, le parfum, c'est tellement immatériel que j'aurais envie de d'aller sur l'inverse. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion gourmande. En plus, tu nous l'as dit, un gourmand, un gourmet. Donc, je t'ai demandé de penser à une recette ou un cocktail, et de nous dire pourquoi tu l'aimes. Alors, en recette, je pense systématiquement à une des recettes de ma grand-mère. Ça va faire un peu cliché, mais ma grand-mère italienne. Oui. Ma grand-mère italienne qui faisait... Quelle partie de l'Italie ? Les Abruzzes. Et en fait, elle continue de le faire d'ailleurs, des petites gaufres en dessert, des gaufres parfumées au citron et à l'anis, aux graines d'anis. Donc, c'est très léger, c'est battu avec des œufs en neige. En fait, du coup, ils donnent une texture très légère à la gaufre. Oui. Et à chaque fois qu'on allait la voir les dimanches, on avait une assiette avec une montagne de gaufres qui nous attendait. Donc, moi, c'est ma Madeleine de Proust. D'accord, ok. Du coup, c'est une recette que j'affectionne beaucoup. Comment ça s'appelle ? Elles ont un nom, ces petites gaufrettes ? Les pizzelles. Des pizzelles, ça s'appelle. Bon, écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé ton métier et tes débuts, parce que tu es encore très jeune, donc tu as l'avenir devant toi. J'ai encore du chemin à faire, en effet. Merci beaucoup. Merci à Jérôme pour cette passionnante conversation autour de son métier qui est la création de parfums. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Tatou Senti Podcast, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou Audiomine ou Deezer ou votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le dernier épisode de la saison,
Mardi prochain, sentez-vous bien.